Doctorant en 12e année en littérature comparée et art du spectacle, Marius, rattaché au CELA Marin 2, réalise sa thèse sous la direction de Timothée Picard de Rennes 2 et Isabelle Moindreau de Paris 8. Il travaille sur les tentatives de réinvention de l'opéra sur la scène contemporaine et plus particulièrement sur les adaptations sur les scènes de théâtre et d'opéra d'œuvres canoniques du répertoire lyrique, à travers lesquelles artistes lyriques et ou dramatiques déplacent, décentrent, voire détournent l'œuvre originale et son propos. C'est sur ce sujet même qu'a choisi de revenir Marius dans sa communication. Merci beaucoup, Federica, pour cette présentation. Alors oui, mon corpus se compose d'une soixantaine de spectacles ou d'opéras qui interviennent de manière significative sur une œuvre lyrique, dans un geste dramatique et musical fort. Ce corpus, qui est donc amené à s'élargir, pour l'instant, il se compose d'une soixantaine de spectacles. Tous ne vont pas être étudiés de la même manière, certains ne vont pas forcément être étudiés, mais disons qu'il y a une soixantaine de spectacles pour l'instant que j'ai recensés qui gravitent autour de cette question, des pionniers des années 50, 60, 70, 80, des spectacles pionniers sur cette tendance-là qui sont là pour historiciser mon corpus, mais qui n'en font pas partie prenante, et au cœur de mon corpus, au contraire, qui est constitué de spectacles des années 2010, avec des mises en scène, notamment pour en citer quelques-uns que je reprendrai pour exemple par la suite, au théâtre, par exemple par la compagnie La Vie Brève, qui est dirigée par Samuel Achache et Jeanne Candel, et qui ont fourni des spectacles à succès comme Le Crocodile Trompeur en 2012, reprise jazzy de Didon et Aîné de Purcell, ou bien Orfeo, Je suis mort en Arcadie en 2014, patchwork de différentes pièces sur différents opéras sur Orphée, et notamment l'Orphée originel de l'opéra de Monteverdi. Ou encore au théâtre, par exemple, la pièce de Benjamin Lazare, qui a eu beaucoup de succès, Traviata, vous méritez un avenir meilleur, montée au Bouffe du Nord en 2016 et en tournée depuis, qui reprenait, qui réalisait un véritable travail théâtral, dramaturgique, de répétition et d'examen de l'œuvre de Verdi, ce qui se fait rarement à l'opéra pour des raisons de production, de lourdeur de la production, de coût des productions et de nombre de personnel dramatique et de personnel technique employé, et qui a donc changé beaucoup de perception des œuvres. Alors ça, c'est pour le théâtre, mais il y a aussi des démarches qui sont similaires à l'opéra. Par exemple, je pense à Katie Mitchell, metteuse en scène anglaise très célèbre, qui a monté en 2017 à l'Opéra Comique, une œuvre qui s'appelle Miranda et qui est en fait un pot-pourri d'airs de Purcell afin de réécrire sous le point de vue du personnage de Miranda et en chaussant des lunettes féministes l'histoire de la tempête de Shakespeare. Ou bien encore à l'opéra, dernier exemple que je prendrais, Romeo Castellucci, metteur en scène italien très célèbre, qui a par exemple monté au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 2018 La Flûte enchantée de Mozart, en supprimant les passages parlés de cet opéra pour les remplacer par des poèmes de sa sœur Claudia Castellucci, et créer ainsi une autre œuvre à partir d'une œuvre première, ce qui a créé un certain scandale dans le public des amateurs d'opéra. Cette année, pour faire un bilan en fin de semestre, j'avais vu 22 spectacles programmés que j'avais repérés, qui s'approchent, ou plutôt qui s'approchaient plus ou moins de mon corpus. Bilan en fin de semestre, parmi ces spectacles, il y en a 2 que j'ai vus, qui n'étaient pas centraux, 4 qui ont été annulés, et enfin un qui a eu une représentation un peu inédite, c'est Hippolyte et Aricie, dont l'unique représentation a été jouée samedi dernier à l'Opéra Comique à huis clos, et tous les fanatiques d'opéra devant leur écran pour voir la mise en scène de Jeanne Candel, de la compagnie La Vie Brève, dont je vous parlais plus tôt, et la direction musicale de Raphaël Pichon, de l'ensemble Pygmalion. À force, du coup, ma thèse va porter sur l'opéra numérique, virtuel, distanciel, immatériel. Et cette situation pose de manière accrue une question qui se posait déjà avant l'essor du replay sur le net.
des spectacles d'opéra, mais qui a explosé actuellement puisqu'il s'agit du seul débouché en temps de pandémie mondiale pour la diffusion de la musique live et du théâtre. Cette question qui se posait avant et qui a explosé, on l'appelle généralement de manière technocratique que je n'aime pas trop, celle de la numérisation du spectacle vivant. Mais pour ma part, je préfère la formuler comme étant la question du spectacle vivant à l'heure de sa reproductibilité technique, en référence au célèbre ouvrage de Walter Benjamin qui analysait le devenir des œuvres d'art classiques à l'heure de la gravure, de la litho, puis de la photo. En effet, de même que Benjamin parlait de perte d'aura pour une œuvre traditionnelle dont le régime de réception était défini par le fait de se rendre face à l'œuvre d'art unique pour l'observer, le spectacle vivant, pour sa part, dont fait partie l'opéra évidemment, repose justement sur la coprésence limitée dans le temps et dans un espace physique d'acteurs ou de performeurs et de spectateurs, coprésence vivante, expérience artistique donc, où l'œuvre d'art n'est pas détachée de son auteur, l'acteur, d'où l'appellation d'art vivant, et expérience artistique qui anticipe donc dans sa réalisation même son imminente disparition. À ce titre, on essaye de reproduire techniquement le spectacle vivant depuis aussi longtemps qu'on le fait pour les arts plastiques. Mais les livrets de mise en scène, reproduisant placement, décors, plantations, jeux de scène et de lumière dans des spectacles du 19e siècle, parfois vendus en kiosque sous forme de brochures à collectionner pour les amateurs de théâtre, ces livrets de mise en scène n'ont pas retenu à l'époque l'attention de Benjamin. Car jusqu'à récemment, donc, la captation théâtrale, je pense ici à la captation vidéo et audio, était un formidable moyen de garder une trace de ce spectacle vivant, trace parfois impressionnante, trace parfois émouvante, le saisissement théâtral pouvant percer l'écran, mais trace toujours trace et jamais apte à reproduire l'expérience de spectateur, cette coprésence spécifique, irreproductible en colloque ou en journée d'études, irreproductible par les écrans d'une assemblée théâtrale atomisée. Cette trace imparfaite de la coprésence d'acteurs et d'une assemblée de sujets parlants est à présent la condition même d'existence du spectacle vivant. Soit qu'on regarde des captations vidéo de spectacles qui sont postées en ligne par des maisons lyriques en temps de confinement et dont on finit, captation vidéo dont on finit par prendre connaissance avec distraction en prenant sa douche ou en se brossant les dents. Mais ce sont des spectacles captés dont la création était régie par le principe de préséance de la scène sur la vidéo. On les crée pour un public et ensuite on les captait en vidéo. Soit, en revanche, autre manière d'avoir un lien avec le spectacle vivant aujourd'hui, qu'on insiste à un spectacle comme l'Hippolyte et Aristide samedi dernier, certes conçu et répété pour être représenté en public, mais en revanche, jamais présenté dans ces conditions, et spectacle dont on n'aurait aucune expérience en revanche s'il n'avait pas été diffusé en représentation en direct à huis clos, représentation virtuelle dématérialisée pour laquelle on recrée tant bien que mal un semblant de séance théâtrale par le direct, en s'envoyant des messages entre habitués de la salle en question, un jour, une heure, quelques minutes avant la diffusion, comme on se parle chez soi, on se croise devant ou on se salue dans cette salle, ou en discutant quelques jours plus tard du spectacle ou des tours d'une conversation avec d'autres dont on ignorait qu'ils étaient virtuellement présents. Drôle d'époque, donc, où la reproductibilité technique du spectacle vivant pose de manière accrue la question de l'œuvre en péril, que j'avais choisi pour titre de ma communication, et qui est un des problèmes qui travaille de l'intérieur mon corpus, à ceci près que si mon corpus de spectacles mettant en scène des œuvres canoniques du répertoire opératique dans des conditions de production insolites, amenant les acteurs du spectacle à agir significativement sur l'intégrité dramaturgique, voire musicale de l'œuvre, si donc ce corpus particulier pose la question de l'œuvre et menace son statut dans le champ des objets esthétiques valorisés, le Covid, ou plutôt, pour être plus exact, le choix de politique culturelle pour faire face à la crise sanitaire, pose en plus de cette question de l'œuvre lyrique, celle du spectacle lyrique, de sa possibilité d'existence, ou plutôt de son existence hors de lui, puisqu'il s'agit pour le spectacle lyrique en particulier, et pour le spectacle vivant en général, de persévérer en dehors de leurs conditions d'existence essentielles que constitue la coprésence éphémère de spectateurs et d'acteurs.
Mais reprenons le fil pour voir comment on passe d'un corpus de spectacles intervenant sur les œuvres lyriques dans une démarche expérimentale à la question d'œuvres d'opéra vues sous l'angle du péril, comme si ces expériences menaçaient tout un art. On suppose qu'à la marge des modalités consacrées d'exécution et de réception des œuvres lyriques, la multiplication dans la dernière décennie des représentations intervenant sur une œuvre canonique, altérant le processus de création institué, ou alors modifiant le rôle du public, a effectivement dessiné, ou dessine effectivement, puisque cette tendance ne semble pas encore terminée, un tournant de la dramaturgie lyrique, pour reprendre une expression d'Isabelle Moindreau dans un article de 2018, désignant plus généralement ainsi les voies les plus récentes de la mise en scène lyrique. Comme tout mouvement, ce tournant de la dramaturgie lyrique dont parle Isabelle Moindreau est structuré autour de ses acteurs et de ses réalisations remarquables, qui supposent une étude plus pragmatique des acteurs et de leur motivation, mais aussi de la réception que nous ne mènerons pas ici. En revanche, ce tournant se structure autour de ces acteurs et réalisations remarquables, mais aussi autour de ces principes manifestes, principes plus ou moins explicites, plus ou moins pensés, plus ou moins manifestés par les acteurs, mais qui sont, quoi qu'il en soit, visibles dans l'œuvre et dans les processus de création révélés par cette dernière. Étude qui suppose une interrogation plus esthétique dont nous allons tenter d'esquisser quelques grandes lignes, en listant tout d'abord quelques phénomènes constitutifs de ce mouvement, puis les questionnements critiques qui sont soulevés par ces phénomènes et qui permettent de comprendre les lignes que modifie cette expérience particulière de l'opéra. Donc, trois phénomènes traversent et constituent ce mouvement. Celui de l'intervention, tout d'abord, celui de la réappropriation ensuite, et enfin celui de la renégociation. Le phénomène d'intervention, évoqué donc à l'instant, consiste, pour les interprètes, à prendre part à un processus de création auquel leur participation, en revanche, n'était pas requise traditionnellement. Par interprète, j'entends, au sens large, aussi bien les acteurs que les metteurs en scène et les équipes techniques et artistiques, toutes n'ayant pas la même part dans cette opération. Cela dépend de l'architecture du processus de création. De quelle manière les interprètes interviennent donc sur les œuvres lyriques ? Eh bien, ça peut être en modifiant l'œuvre représentée, comme le fit par exemple Raphaël Pichon, le chef d'orchestre de la représentation d'Hippolyte et Aricie dont je vous ai parlé, mais dans une autre représentation, dans un autre spectacle qui a été donné en 2018 à l'Opéra Comique également, et qui était l'Orphée de Gluck, mise en scène d'Aurélien Bory. Mais ici, c'est le chef d'orchestre, de manière assez originale, qui a eu un geste de modification musicale et dramaturgique sur le texte, puisque l'Orphée, comme vous savez, se termine mal, hein, le mythe d'Orphée, puisque Orphée perd Eurydice en se retournant dans les enfers. Eh bien, au XVIIIe siècle, pour correspondre à la convention dramatique du lietto fine, de la fin heureuse, Gluck a dû changer ce mythe et a fait, disons, se retrouver Orphée et Eurydice dans une fin heureuse. Eh bien, pour correspondre pour détourner cette convention et pour correspondre au mythe fondamental, Raphaël Pichon a décidé de reprendre, de changer la fin de l'Orphée et Eurydice et de reprendre à la fin de l'œuvre le début de l'œuvre de Gluck, que sont les funérailles d'Eurydice, donc moment particulièrement triste, du coup créant donc un mouvement cyclique dans l'œuvre et qui modifie donc l'œuvre représentée telle qu'elle a été écrite par Gluck et telle qu'on la représente traditionnellement. Autre manière d'intervenir sur les œuvres lyriques, plutôt qu'en modifiant l'œuvre représentée, on peut aussi modifier autre chose, c'est-à-dire les modalités traditionnelles de représentation des opéras. C'est le cas, par exemple, dans les opéras dont vous avez parlé au début, qui sont mis en scène sur des scènes théâtrales, comme ceux, par exemple, de Jeanne Candel et Samuel Achache, de la compagnie La Vie Brève, et notamment celui qui a le plus de succès, Le Crocodile Trompeur, reprise jazzy de Didon et Aîné. Ici, il s'agit, comme le disait Samuel Achache lors d'un entretien, nous n'avons pas attendu qu'un opéra nous propose de monter Didon et Aîné pour monter cette œuvre comme qu'on voulait monter. Nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Et nous avons décidé de le monter avec les moyens du bord, les moyens du théâtre. Eh bien, ce changement des modalités traditionnelles de représentation des opéras a induit des interventions sur l'œuvre représentée et donc aussi également une forme d'intervention, puisqu'on intervient certes sur l'œuvre représentée, mais surtout sur le processus de représentation de l'œuvre
en le transposant de l'opéra, de la maison lyrique à la scène théâtrale. Enfin, dernière manière d'intervenir sur une œuvre lyrique, c'est en modifiant le régime de réception des œuvres lyriques. Par exemple, ça peut être le cas avec quelque chose qui est assez courant aujourd'hui, notamment par exemple à l'Opéra de Rennes, depuis une dizaine d'années, où on pratique l'opéra participatif. On fait participer des habitants de la ville de Rennes, chanteurs amateurs, à des opéras que l'on produit ou bien à l'Opéra de Rennes, ou bien dans des lieux de la métropole de Rennes, à l'extérieur. Et donc, on fait dans une sorte de mélange entre spectateurs, amateurs d'opéra et acteurs d'opéra. C'est une manière d'intervenir sur le régime de réception des œuvres lyriques. Deuxième phénomène qui constitue ce mouvement, c'est celui de la réappropriation, qui consiste pour les acteurs de la représentation lyrique à reprendre possession des œuvres, du genre, voire du système de représentation lyrique dont ils se sentent dépossédés, disséminant ainsi la capacité de création entre de multiples co-auteurs du spectacle d'opéra. C'est ainsi que, par exemple, procède Romeo Castellucci, le célèbre metteur en scène italien dont je vous parlais tout à l'heure, dans sa mise en scène, dans ses principes de mise en scène, à une mise en scène qui, traditionnellement, depuis le milieu du XXe siècle, construit un sens dramatique, suit l'intrigue de l'œuvre pour en construire un sens. Castellucci, lui, propose une mise en scène qui ne suit pas forcément l'intrigue, mais qui fait de l'œuvre une plateforme de sens et transmet ainsi au spectateur la fonction de construire le sens du spectacle qui est traditionnellement, depuis les années 50, 60, alloué au metteur en scène. Alors là où l'intervention peut être ponctuelle sur des points de l'opéra, par exemple seulement sur la fin d'Orphée et Eurydice chez Pichon, la réappropriation, elle est globale et tout de suite plus significative. Une intervention peut être peu significative, une réappropriation est toujours très significative puisqu'elle influence le système de production et de réception générale de l'opéra. Enfin, cela amène au troisième phénomène que l'on peut observer dans ces spectacles-là, dans ce corpus de spectacles, celui de la renégociation. Renégociation qui consiste à réévaluer et reformuler les fonctions et les pouvoirs de l'opéra par le biais de diverses déconstructions, expérimentations, déterritorialisation, réinvention et détournement sur scène des œuvres du genre et de l'expression lyrique. Vous avez reconnu ici un vocabulaire issu aussi bien pour la déconstruction de la sémiologie de Derrida, pour le détournement du situationnisme de Debord ou encore pour la déterritorialisation de la psychanalyse de Deleuze et de Guattari. En fait, tout cela, tous ces termes tendent au final vers l'imaginaire du laboratoire, de physique, donc, avec peu de personnes, une obscurité et puis un maniement des coordonnées physiques, des essais, des répétitions, des expérimentations et surtout un décentrement. De même que dans le laboratoire de physique galiléen, la révolution copernicienne quasi contemporaine de la naissance de l'opéra, où le changement de perception d'architecture de l'univers est vérifié dans le petit espace du laboratoire. Ici, dans le laboratoire lyrique, eh bien, ce laboratoire lyrique sanctionne le changement d'équilibre de l'univers lyrique. L'opéra existe toujours dans ses nouvelles représentations, mais les coordonnées de l'opéra changent. L'accent qui était mis autrefois sur tel ou tel acteur, le public, le chanteur, le metteur en scène, le producteur, etc., change. La renégociation de la question esthétique se fait donc en acte sur une scène. Et cette renégociation de l'opéra par le biais de la manipulation des œuvres et du médium lyrique entraîne donc des questionnements critiques et qui sont ceux qui permettent à certains de parler de péril pour l'œuvre, d'une œuvre mise en péril, parce qu'ils amènent à considérer l'opéra comme un objet artistique esthétique, mais aussi comme un objet socioculturel. Et s'il y a plusieurs questionnements critiques, celui qui nous intéresse ici, c'est l'élaboration d'une œuvre nouvelle à partir d'un matériau dramatique et musical hérité par une myriade de co-auteurs, remet en cause le régime doctorialité, le régime doctorialité traditionnel du spectacle lyrique, issu d'une histoire mouvante et complexe. Et c'est là qu'intervient la question de l'œuvre, qui est une question donc à historiciser. Les œuvres lyriques traditionnelles, la partition s'est figée en général tardivement. Les partitions, notamment pour les partitions baroques, se sont perdues, ont été le résultat de redécouvertes critiques et de réinvestissement d'archéologie musicale. L'œuvre romantique, travaillée en revanche fortement par la notion de doctorialité,
eh bien, s'y trouvent intégrés des éléments d'usage scénique qui n'ont pas été écrits, qui n'ont pas été prévus par le compositeur. Pourquoi? Parce que l'opéra a toujours été une œuvre collective, parce qu'elle nécessite un personnel multiple et divers, plus que n'importe quelle autre forme de spectacle vivant, et qu'on a masqué ce caractère collectif et important derrière une instance octoriale plus ou moins abstraite. L'organisation du personnel de production dramatique change donc concrètement dans des spectacles d'expérimentation et produit en acte une modification esthétique du monde lyrique. Cette question donc, de l'œuvre remise en cause n'est donc pas tant une remise en cause du spectacle, c'est la question de la légitimité socio-culturelle de l'œuvre, de l'opéra, qui est aussi mise en question, puisque changer le régime de production de l'opéra, c'est aussi s'interroger sur pour qui et pourquoi est-ce qu'on monte des opéras. Et ce mouvement de déconstruction de la dramaturgie lyrique pose aussi la question de la spécificité de l'expression lyrique. Pourquoi monter des opéras? Pourquoi monter des opéras au théâtre? Eh bien, ça pose la question de la nécessité de cet art comme ensemble de significations propres au genre et désigné par le terme d'opératicité. La reprise avec variation, et je conclurai là-dessus, de la dramaturgie lyrique pose donc la question de la spécificité de l'expression lyrique et de la nécessité de l'expérience opératique. Ensemble de significations propres au genre et désigné par le terme d'opératicité. Et qui sont donc in fine porteurs d'une pensée spécifique. Si l'œuvre est en péril, en fait, c'est surtout que l'opéra est un objet technique. Et je prends souvent l'exemple de la métaphore de la focale. En modifiant la distance des lentilles, on modifie les coordonnées de cet objet technique et l'on arrive à des productions très différentes, mais avec le même objet pour pouvoir voir des choses différentes. Eh bien, cette question de l'œuvre comme objet technique qui peut être mobilisé, coordonné différemment dans ses coordonnées techniques, pose la question du devenir de cet art en cette époque de mutation profonde de la société, puisque l'opéra a toujours reflété la société moderne depuis le XVIIe siècle, et interroge la possibilité même actuellement d'un spectacle vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marcus. Bravo. Je laisse la parole au public s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Je crois que Catherine Mélou a levé la main. Oui. Oui, c'est des réflexions qui me sont venues au fur et à mesure de ton intervention. Et c'est à propos justement de la modification de la physionomie de l'opéra. C'est-à-dire que l'opéra, comme tu l'as bien montré, c'est un spectacle collectif, c'est un spectacle qui est unique, chaque représentation est unique, et le fait de l'enregistrer le restitue sur un mode figé, et qui n'est pas la fonction même du spectacle à l'origine. Et je me disais que c'est intéressant parce que ça permet à des œuvres qui sinon ne seraient pas vues du tout de pouvoir être livrées à un public. Et ça a aussi l'intérêt que ce sont des œuvres qui ne sont pas discriminées au départ. C'est-à-dire qu'il y a une représentation, que l'œuvre soit connue, non connue, appréciée ou pas, nouvelle ou ancienne, elle est proposée au public. Et je faisais le parallèle dans ma tête avec les œuvres filmées. Tout ce qu'on nous fournit comme spectacle en nous disant que c'est de l'opéra, et en fait ce n'est pas de l'opéra, comme les expériences qu'il y a eu au cinéma avec des écrans géants qui reproduisaient des opéras, ça s'est fait à Rennes il n'y a pas si longtemps que ça, ou bien alors les opéras qui sont filmés par des réalisateurs connus, et qui sont des opéras comme Don Giovanni, ou je ne sais pas ce qu'il y a eu encore, il y a dû y avoir Carmen aussi, enfin je ne sais pas, il y a des opéras qui ont été filmés par des grands réalisateurs et qui donnent finalement un film, mais non pas un opéra. Et donc je me disais que finalement, est-ce que la vidéo, comme ça se passe aujourd'hui, pour remplacer le spectacle vivant, ça n'est pas encore un moindre mal? Bien sûr, c'est un moindre mal. C'est pas ce que je voulais dire, mais oui, tu as parfaitement raison. C'est un moindre mal, et heureusement qu'il est là, sinon ça n'existerait même pas. C'est-à-dire que cette œuvre, aussitôt créée, passerait à la trappe. Je faisais un stage l'année dernière pendant 6 mois à l'Opéra de Paris, au moment où il y a eu les grèves de la réforme des retraites, contre laquelle l'Opéra de Paris a été mobilisé, a fait grève, et il y a des spectacles qui ont eu une représentation avant d'être annulés pendant un mois.
etc. Et il y a des spectacles juste avant le Covid qui n'ont pas eu de représentation et qui ont réussi à être captés à huis clos et ont été diffusés en direct ou après, etc. Donc oui, heureusement qu'on a la vidéo, sinon on n'aurait même pas accès à la trace de ce spectacle. Et en même temps, c'est la fonction première de la captation. Heureusement qu'elle est là parce que le monde entier, aussi grande que soit la scène, aussi grand que soit le théâtre, le monde entier ne peut pas rentrer dans le théâtre, à part avec la métaphore classique du théâtrum mundi. Et le but de la captation vidéo, c'est effectivement de pouvoir faire participer, de pouvoir transmettre à un plus grand nombre de personnes possible une trace du spectacle. Mais auparavant, la captation vidéo était toujours une trace d'un spectacle vivant donné et on avait conscience qu'on proposait quelque chose qui était déjà un moindre mal, mais pour pouvoir permettre d'avoir une expérience, non pas une expérience du spectacle vivant, mais une expérience imparfaite du spectacle, de pouvoir y assister. À l'époque, aujourd'hui, en fait, disons que ce qui est différent, c'est que la vidéo venait après le spectacle vivant. Et là, maintenant, elle vient même presque en amont parce que, par exemple, il y a un spectacle dont je n'ai pas parlé qui est au théâtre et qui est une reprise de l'Orphée et une retravation, un travail théâtral, excusez-moi, un travail théâtral de l'Orphée de Monteverdi qui devait avoir lieu dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon cet été, et qui est l'ombre, bon bref, c'est une pièce de Novarina qui est le spectacle, le nom m'échappe, mais je le connais évidemment très bien, je l'ai lu, c'est l'ombre, et effectivement, il n'avait pas été donné en direct, il avait été annulé à Avignon, mais il a été capté et il a été représenté, et il a été diffusé, on peut le voir et le télécharger aujourd'hui. En revanche, le jeu des ombres, merci beaucoup à la personne qui m'a donné le lien en chat. Eh bien, le jeu des ombres a ensuite été représenté en spectacle vivant à Avignon et a été de nouveau supprimé alors qu'il devait être remonté là à Sceaux au Théâtre des Gémeaux. Donc, disons qu'en fait, la seule distinction, c'est qu'il y a un déplacement d'accent au sens où avant, c'était une trace imparfaite et qui était, disons, un prolongement du spectacle pour des gens qui n'avaient pas accès au spectacle vivant ou pour des gens qui avaient pu voir le spectacle et qui avaient des souvenirs d'expérience de spectateurs et qui pouvaient les relancer, disons, entre guillemets, par cette trace. Et bien là, il n'y a plus d'autres expériences de spectateurs possibles que celle-là et qui est imparfaite. Mais évidemment, c'est un moindre mal et heureusement que c'est là parce que sinon, ces pièces finiraient dans un tiroir. Désolé, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais… Je ne sais pas si c'était satisfaisant comme réponse à ta question. Si, parce que justement, ça montre bien que ce n'est pas du tout la même démarche qu'un opéra filmé. Puisque c'est… Voilà, c'était autour de ça que j'avais un petit peu élaboré, mais ça répond parfaitement. C'est-à-dire que c'est un objet différent et qui a pour fonction de laisser une trace, quelle qu'elle soit, une trace de la vérité du spectacle et non pas de quelque chose de polissé et esthétisé comme peut l'être une réalisation cinématographique autour d'un opéra. C'est une trace authentique et rustique, si on peut dire. Effectivement, et imparfaite du coup. Mais d'ailleurs, oui. La mode du film opéra, qui est surtout dans les années 80-90, où on faisait des films à partir d'opéra. Donc, il y a le Don Giovanni de Losey, qui est lui très connu et qui a un très beau film. Mais il y a des choses beaucoup moins bonnes, etc. En fait, il ne me semble pas aujourd'hui qu'on en fasse, quoi. C'est terminé. Donc, c'est une sorte de mode qui a été… prise qui a vraiment terminé parce qu'elle n'arrivait pas à aller au bout qui était la présence réelle, l'émotion réelle. Voilà. Et oui, comme le dit Rebecca Rouge, il faut distinguer les films des captations et c'est tout à fait différent. Dans le chat, oui. Merci beaucoup pour cette précision. Il y a Rebecca qui voudrait poser une question. Oui, en effet, parce que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie dans des opéras, pas sur la scène, mais à l'intérieur d'opéras. Donc, j'ai expérimenté plein de salles et plein d'œuvres. Et je voudrais soumettre une remarque à Marius
pour que tu puisses me répondre avec, comment dire, avec enfin, que tu me donnes une réponse chargée de tout le travail que tu as accompli. Et j'ai noté que, enfin, il est évident pour tout le monde, je pense, de toute façon, que en fonction de l'opéra, la réception, on va dire audio, puisqu'il s'agit quand même beaucoup de musique, n'est absolument pas la même. Et si on prend par exemple Garnier et l'Opéra de Rennes, on est dans des configurations tellement différentes que le même opéra ne va pas du tout avoir le même son, aussi bien au niveau de l'orchestre que du travail des chanteurs. Et pour prendre deux opéras complètement différents, mais ce serait pareil, on peut prendre n'importe quel autre, je parle d'opéra là, je parle de la salle. On peut prendre n'importe quelle autre salle d'opéra, ce sera la même chose. Et l'autre élément, c'est qu'un opéra, par exemple, comme Garnier, qui est quand même vraiment grand, en fonction de la situation, de l'endroit où on se situe dans la salle, on n'a pas non plus la même réception ni sonore, mais on n'a pas non plus la même réception de la mise en scène. Et donc, à partir de ces éléments, on est, comment dire, on a une réception d'une œuvre comme spectateur qui va être presque unique en fonction de l'endroit où on se trouve. Et alors là, ma question, à partir de ces éléments, c'est quelle est, comment dire, la proposition qui peut être faite aujourd'hui, la proposition numérique qui peut être faite, est-ce qu'elle va mettre tous les spectateurs sur un plan d'égalité? Je ne parle pas en termes de justice, hein, d'égalité et de justice, je pense en termes de, comment dire, d'égale réception. Voilà, c'est ça. Est-ce que d'un seul coup, on va distinguer une nouvelle façon de recevoir une œuvre qui serait comparable les unes aux autres? J'espère que ma question était claire. Oui, oui, merci beaucoup hein, pour cette question. Bon, j'ai beaucoup de pression pour y répondre. Avant de répondre sur cette question d'égale réception, pour revenir sur ce que tu as évoqué, Rebecca, à propos de la réception audio et de la salle, oui, effectivement, c'est aussi le principe du spectacle vivant que la réception audio, elle soit différente. Selon les salles, que les opéras ne vont pas sonner pareil. Et puis, autre facteur, il y a l'espace, mais il y a aussi le temps. Un chanteur ne va pas chanter de manière égale tout le temps de la représentation. Il peut se fatiguer, etc., ce qui ne va pas forcément être le cas sur un disque ou sur un enregistrement retravaillé ou sur un film, comme ceux qu'évoquait donc Catherine juste avant. Mais il y a aussi le temps, puisque une représentation après l'autre ne se ressemble pas et peut être différente pour une oreille entraînée. Autre fait qui me venait à l'esprit à partir du moment où vous parliez de salle et où vous parliez de cette expérience, il y a aussi effectivement, disons, le danger. Ça m'a fait penser au danger que pointe Olivier Neveu par rapport dans son livre Contre le théâtre politique, le dernier qui est paru il y a un an. Olivier Neveu qui parle du danger pour les œuvres d'art, de l'interchangeabilité des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui dans le champ artistique ou dans le champ du théâtre, en fait, surtout de la politique culturelle, on ne s'intéresse plus vraiment au type d'œuvre d'art que l'on produit. Et en fait, par exemple, quand on entend la ministre de la Culture récemment avoir insisté sur le fait que la culture en France, c'était tant de millions d'emplois et tant de millions d'euros et 7 fois plus que l'industrie automobile, ce qu'on entend souvent, etc., etc. Ça évite de se poser la question de quelles œuvres culturelles et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art et quelles œuvres à représenter et selon quelle modalité. Et en fait, jouer Hippolyte et Aristide de Rameau, un opéra du 18e, jouer Tosca de Puccini, un opéra beaucoup plus populaire, ou créer un nouvel opéra, ça n'a rien à voir. Et de même, entendre un opéra, comme vous le disiez, à Garnier, qui est une grande salle à l'italienne avec une très bonne acoustique, mais très différente, ou un opéra à Rennes, qui est une toute petite salle, la plus petite salle de France,
qui ne supportent pas acoustiquement, par exemple, les grands opéras de Wagner, parce que le son sature, c'est impossible de le jouer. Il faut absolument cette dimension non interchangeable de l'œuvre d'art et du spectacle vivant en particulier, elle est enlevée par cette captation qui est certes un moindre mal, mais qui n'est pas en revanche du spectacle vivant à proprement parler. Et pour ce qui est de la question de l'égale réception, oui, effectivement, quand on entend un opéra à Rennes, à Paris, à l'Opéra Garnier, au Metropolitan de New York, etc., il y a des dimensions physiques du son, des dimensions pécuniaires aussi, selon le type d'interprète qu'on peut inviter, qui changent les œuvres. Et puis, il y a aussi le metteur en scène, hein, aussi bien au niveau sonore, mais aussi au niveau dramaturgique. Hein, selon quel metteur en scène on engage, on n'aura pas le même spectacle, etc. Eh bien, on a fondamentalement une réception qui n'est pas égale et l'opéra porte en lui-même, comme je le disais, sa propre mortalité, puisque il ne vit que par la coprésence éphémère du spectateur et de l'acteur dans le temps de la séance lyrique. En revanche, pour ce qui est de l'opéra en ligne, bah oui, effectivement, il peut y avoir une dimension d'égale réception, puisqu'on reçoit tous par ordinateur. Mais en revanche, il y a deux points que je voudrais dire, c'est qu'en revanche, la réception, si elle est égale, en fait, elle est détériorée. Non seulement parce qu'on a une réception numérique, donc on n'a pas une expérience de spectateur comme est celle du spectacle vivant normalement, mais aussi parce que, de fait, le son qui est retransmis ne peut pas être d'une excellente qualité. Même si on a une bonne bande passante, même si on a un bon Wi-Fi, même si on a une bonne machine, même si on a des bonnes baffles, etc., on entend pas forcément. On entendra un enregistrement qui n'aura jamais la même qualité que, par exemple, un enregistrement audio en haute qualité ou un enregistrement sur disque de haute qualité très peu compressé. Ça va être un enregistrement de très bonne qualité et là, en revanche, on ne va pas l'entendre, cet enregistrement-là. On va avoir forcément un enregistrement de moins bonne qualité parce qu'il passe en streaming, parce qu'il passe par Internet et donc c'est beaucoup moins bien. Et enfin, autre élément qui fait que l'égale réception, elle n'est pas possible, elle peut être théoriquement envisagée, mais elle n'est pas possible, c'est aussi voilà, la différence d'équipement. Voilà, moi, à côté de mon ordinateur, là, j'ai deux grosses baffles et qui font que j'ai un très bon son et très bien retranscrit. Si en revanche, on a un vieux PC de 2010 avec un mauvais audio, là, on entendra le même opéra, mais on n'entendra pas du tout la même qualité de son. Et déjà que l'enregistrement est dégradé est une dégradation de la représentation vivante et organique de l'opéra, là aussi, il y a forcément une inégalité de réception. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que vous vouliez dire, mais pour moi, cette question d'égale réception, elle ne fonctionne pas. En revanche, transmission vers un plus large public, ça oui, évidemment, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Marius, merci tout d'abord pour ta communication qui était vraiment très, très intéressante. Ça m'a rappelé pas mal de choses aussi par rapport à cette notion de fin de l'art et de mort de l'art. Et en t'écoutant aussi, donc j'ai beaucoup apprécié aussi les références à Benjamin, bien sûr, pour le 19e siècle. Et en t'écoutant, en fait, ça m'a fait penser à l'ouvrage notamment de William Marx sur la fin de la littérature, dans lequel, en fait, alors c'est son hypothèse à lui, il explique en fait que avec cette idée qu'il y a la fin de la littérature, en réalité pour lui, il y a tout un processus de mise en scène de sa propre mort. Et je me demandais, en fait, en dehors de la question du péril de l'œuvre d'art lyrique, donc, que tu as souligné à plusieurs reprises, parce qu'il y a cette question du public qui peut disparaître, en fait, à un moment ou un autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être un équivalent de cet effet de mise en scène de sa propre mort
du côté de l'art lyrique, de l'œuvre lyrique cette fois-ci. Je pense par exemple à des artistes contemporains qui auraient fait des... Alors, sous forme de clin d'œil, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des indices de cette tentative, de cette tendance à suggérer, comment dire, par la mise en scène, la mort de l'œuvre lyrique? C'est une suggestion. Voilà. Oui, merci. Est-ce que j'ai le temps de répondre en 2 minutes, Oui. Federica? Alors, pour ce qui est merci beaucoup pour la référence. Et puis moi je parle de l'œuvre en péril. Je suis pas d'accord avec ce titre, hein. Disons que j'ai pris un titre que on m'avait imposé pour un article et que c'était ici plutôt l'occasion de le discuter. Pour moi, l'œuvre, elle n'est pas en péril. Voilà. Et moi, je ne crois pas, de même que je ne crois pas en la mort de la littérature, je ne crois pas en la mort de l'opéra. Évidemment, un jour, il n'y aura plus d'opéra, il va disparaître, mais c'est parce que les maisons d'opéra auront disparu, etc. Mais il n'y a pas, en l'occurrence, il n'y a pas de mort de l'opéra pour moi. En revanche, la mise en scène de sa mort, pour répondre à ta question, actuellement, là, j'en vois pas d'indice de mise en scène de sa propre mort de l'opéra. J'en vois pas vraiment d'indice dans la période actuelle disons d'artistes ou de maisons d'opéra ou de gens qui auraient insisté sur le fait que l'opéra soit en péril et l'opéra, peut-être que il y a peut-être eu ça pour l'art en général et la culture en général en France, mais je n'ai pas vu ça pour l'opéra en particulier. Actuellement, en revanche, oui, la mise en scène de sa propre mort par le théâtre, comme de l'opéra comme pour le théâtre, elle a lieu depuis extrêmement longtemps et on la met en scène. Et actuellement, il y a aussi une forme de mise en scène de sa propre mort et je l'ai vu par exemple à Rennes. Il y a eu un petit atelier qui s'appelait Opéra Morphose, qui était une sorte de marathon créatif où des gens venus, où à l'Opéra de Rennes, on a fait venir des gens venus d'autres horizons artistiques et d'autres horizons pratiques pour essayer de penser le devenir de l'opéra et créer 4 petites formes en un week-end. Et l'une de ces formes, qui avait été notamment élaborée par un scénariste, consistait à mettre en scène la fermeture de l'Opéra de Rennes dans une période où il y aurait de catastrophes économiques. Et ça a eu lieu en septembre, donc juste après le Covid et juste avant la deuxième vague. Et à un moment où on pressentait, une semaine après, il n'aurait pas été possible d'avoir cet événement-là. Et donc, ça mettait en scène la mort de l'opéra. Donc, ouais, peut-être que là, il y a un indice, effectivement, il y a eu quelque chose, mais c'est de l'ordre de la mise en scène, pour moi. Voilà, il y a des limites à la. Je pense pas le terme d'opéra en termes de mort de l'opéra, mais en revanche en termes de limites, limites inhérentes au spectacle vivant. Ça, oui, je le pointe du doigt, mais pour moi, c'est pas du tout une mort. Voilà, je veux dire que quand je parlais de mort par rapport au spectacle vivant, aussi tout à l'heure, quand j'employais le mot de mortalité, c'était juste pour dire que dans le spectacle vivant, il est toujours amené à disparaître au moment même de la fin de la séance théâtrale et que souvent, il pouvait mettre en scène dans un spectacle sa propre mort de tel spectacle en particulier. Voilà. Sans compter les autres artistes qui ont un certain goût pour concrètement, par exemple, détruire un objet qu'ils ont créé, comment dire, juste un petit peu avant. Enfin voilà, je pensais à ça aussi pour des exemples un petit peu récents. Merci à toi en tout cas. Oui, merci, ça va nourrir ma réflexion, je vais l'inscrire dedans. Merci beaucoup, Juliette. Merci Marius et merci pour les questions. Merci à toi. On va faire une petite pause de 10 minutes et on va reprendre à 15h avec la table ronde. D'accord. Anna, tu peux me poser la question en privé du coup comme on est en pause. Ça te va? Et sinon, on peut continuer. Je ne veux pas vous priver de pause.
Je sais pas. Peut-être que ceux qui faisons comme une disons un vrai colloque, pourquoi pas, où certaines personnes peuvent se mettre en pause et couper leur caméra, et puis ceux qui veulent restent. Je sais pas. Je propose. Bon, en tout cas, je t'écoute, Anna. Bah, on peut continuer si vous voulez. Alors, en fait, moi, j'en avais deux en plus, donc, mais rapide. La première, c'était très technique. J'avais l'intuition aussi bien avec l'opéra, le théâtre, etc. Quand j'ai vu fuser toutes les captations gratuites au début du premier confinement, que ça pouvait être un vecteur de, on va dire, démocratisation de l'accès à une culture dite élitiste. Et en fait, c'était peut-être un rêve pas très sociologiquement ancré, parce que, enfin voilà, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Je me demandais si à l'Opéra de Paris, par exemple, vous aviez des retours sur concrètement qui a regardé, via je sais pas, les analyses web ou je ne sais pas trop, qui a regardé effectivement des captations. Est-ce que vous avez des retours là-dessus, ou même par des messages reçus est-ce que les spectateurs changent fondamentalement, en fait? Évidemment, l'opéra s'est gardé de donner des précisions, de faire un rapport sociologique précis sur qui avait regardé. Bon, j'ai quelques… Attendez, pardon, désolé. Je ne peux pas minimiser Zoom, donc il faut que je fasse… Mais en revanche, pour l'anecdote, voilà, lors de la première diffusion au tout début du Covid, a été envoyé à toutes les boîtes mail de l'opéra le message suivant en fait, je ne vais pas vous lire en entier, d'une médecin, un grand merci pour la représentation de l'Opéra de Paris, que l'Opéra de Paris nous a offert hier sur Facebook Live. Je ne savais pas à qui adresser mon message. Interne aux médecines aux urgences, j'ai 2 jours de répit avant de reprendre le service demain. La situation engendre un peu de stress, d'anticipation au vu de ce qui est annoncé pour les jours prochains. Je vous remercie donc parce que j'ai été transporté dans un monde où on laisse le temps et l'espace au beau, à la délicatesse, à la créativité, où en tant que spectateur, on ne peut être qu'émerveillé. Merci pour la luminosité incroyable de Preti ND. Merci à l'ensemble des chanteurs. Merci aux danseurs et acteurs. Merci pour ces splendides costumes. Merci pour ces décors magistraux. Merci pour cette musique jouée avec une si belle intensité. Puis merci de m'avoir fait découvrir cet opéra français dont le texte poétiquement ciselé met en valeur notre belle langue. Nous avons besoin du beau. Je crois qu'il témoigne d'une inspiration profonde cachée en tout homme qui lui transmet ce mystérieux élan, cet encouragement à être meilleur et à donner du sens à ses actes. Votre rôle dans ce pays est aussi nécessaire que celui des médecins et des hôpitaux, et ce, avec ou sans confinement, alors merci. Bon, évidemment, mon petit cœur s'est brisé en lisant ce message, mais évidemment, il y a plein de critiques à faire, enfin pas de critiques à faire dessus, mais voilà, on peut l'analyser, pourquoi est-ce qu'il est écrit comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Mais voilà, pour répondre à ta question, ça c'était plutôt une anecdotique parce que c'était un mail qui a été reçu et qui a été envoyé à tout le monde et qui, disons, allait dans le récit national que l'on établissait à ce moment-là au début de la crise et dans le récit intérieur à l'Opéra de Paris de sa propre nécessité, de tentative de sa légitimation socioculturelle dont je parlais avant. En revanche, pour répondre à tes questions, donc non, je ne pense pas que le public ait tellement changé. Ça a permis de créer du lien avec le public dans une démarche actuellement à double tranchant qui est celle de fidélisation. En fait, je veux dire, tout ce que tu parlais sur la démocratisation est un discours qui est aujourd'hui continué par les maisons d'opéra, mais qui me semble aujourd'hui, et je suis assez critique là-dessus, retourné sous l'angle du discours marketing. C'est-à-dire que l'action culturelle, ou plutôt les relations publiques, avant il s'agissait de diffuser, de conquérir de nouveaux publics. En 68, on parlait du non-public qu'il fallait faire venir dans les théâtres, même si c'est une utopie impossible, etc. Bon, peu importe, ça a eu des limites, ça n'a pas marché, etc. Mais disons que, en revanche, ce discours a continué dans une entreprise marketing pour fidéliser des clients et pour renouveler les publics. Alors, renouveler les publics, ça peut faire penser à quelque chose de démocratisation, faire venir plus de monde. Au contraire, ce n'est pas du tout ça. C'est comme le public de l'opéra est âgé et que, en fait, tout simplement, un jour, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à l'opéra qui vont mourir. Si on veut que ces opéras ne ferment pas purement et simplement, les directions d'opéra sont dans l'obligation
de faire venir plus de jeunes et font des politiques et en fait mettent un vernis de politique culturelle et d'ouverture sur en fait quelque chose qui peut être aussi perçu comme purement marketing. Et en l'occurrence, pour cela, en fait, peut-être, comme on n'a pas de statistiques officielles, on peut se dire que finalement, ça n'a touché guère que le public de l'opéra en particulier, ou le public de l'opéra en particulier étant majoritairement composé de gens qui n'y vont qu'une fois par an ou une fois tous les 3 ans, qui aiment bien, mais qui n'y vont pas beaucoup. Voilà. Les gens, les aficionados de l'opéra, c'est une minorité de spectateurs, mais qui a énormément de poids actuellement, et notamment, évidemment, là je parle pour l'Opéra de Paris en particulier, etc. etc. En revanche, dans l'idéal, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, comme ce langage a été retourné par le marketing, il peut être à nouveau retourné, détourné, et on pourrait avoir une politique de démocratisation culturelle de l'opéra par le streaming, effectivement, puisque ça sert à faire percevoir une œuvre à des gens qui ne peuvent pas avoir forcément le lien. Mais pour ça, il faudrait que cet outil technique de streaming et de diffusion en ligne soit accompagné d'une véritable politique culturelle. On pourrait imaginer un ministre de la Culture qui décide de faire un Netflix gratuit public de l'opéra et de la culture en général, puisque c'est payé par le contribuable, de mettre en ligne gratuitement ou avec une contribution modeste des productions de l'Opéra de Paris, de la Comédie Française sur une plateforme dédiée à laquelle des gens seraient abonnés, etc. Ce serait possible aussi. Et puis, autre chose aussi qui fait que peut-être que ça ne change pas vraiment, ça n'ouvre pas vraiment le public de l'opéra, c'est que peut-être, notamment par Facebook Live, etc., on sait très bien comment fonctionnent les algorithmes en fait, de Deezer, de Spotify, de Facebook Live, etc. Ça ne met pas en contact avec des choses que l'on ne connaît pas, ça concentre sur ce que l'on connaît. Si vous suivez 15 pages d'opéra, vous avez de fortes chances d'avoir une notification comme quoi l'Opéra de Paris diffuse en direct. Donc, ceci dit, il est possible qu'il y ait eu des personnes qui, parce qu'on en a parlé au Journal de France 2 à ce moment-là, parce que, etc., qui ont découvert des opéras, etc. Ça c'est possible et malheureusement, je ne crois pas qu'on aura de statistiques sur le sujet, mais en revanche, il y a peut-être une deuxième thèse, une HDR de sociologie à faire dessus, je ne sais pas. Mais ouais, comme dit Marianne Di Benedetto dans le chat, développer Culture Box par exemple serait une bonne idée, quoi. Et Rebecca Rouge parle d'une politique de la ville de Rennes pour l'accès à la culture qui implique l'opéra. Et on m'indique que ça marche plutôt bien. Et tout à fait, là j'ai parlé de l'Opéra de Paris en l'occurrence parce que c'était là où j'étais. Et j'étais à l'intérieur, donc vous pouvez le voir. Mais en ayant assisté à cette chose d'opéramorphose et du coup en ayant rencontré les gens, des gens à l'intérieur de l'opéra de Rennes, oui, je crois que la politique de la municipalité et de la métropole est très favorable à la culture et permet aussi d'intégrer ce que je parlais des comment ça s'appelle, au revoir Anne, les opéras participatifs, ça fait vraiment venir à l'opéra un public qui n'y était pas favorisé à l'opéra. Et d'autant plus, il y a aussi une politique de tarif des prix qui est très favorable à Rennes 2 et qui n'est pas la même qu'à Paris. Merci beaucoup pour ta question, Anna. Et au revoir, Anne. À bientôt. Et pour les enfants également, comme dit Martina Gazzola dans le chat, oui, effectivement, l'opéra pour enfants, c'est général hein, dans le théâtre. En fait, voilà, c'est comme je disais pour la diffusion, c'est à chaque fois à double tranchant au niveau de la politique culturelle. C'est-à-dire qu'à la fois, ça repose sur des termes qui ont été des termes oui, l'opéra pour enfants fait venir les familles, effectivement. Mais en fait, Olivier Neveu, dans Contre le théâtre politique, il propose, et sa théorie, c'est qu'il étaye par des arguments, etc., c'est qu'à partir de 2008, et la fin du subventionnement du métier d'éducateur, par exemple, et avec la crise, et la fin de tout un tissu associatif, en fait, on a demandé aux acteurs et aux personnes de la culture aux acteurs de la culture de remplacer en fait ces personnes qui n'étaient pas subventionnées pour justifier leur subvention. Et là aussi, ça a un petit peu,
ça a un petit peu changé. Et donc, ça peut soit créer des très bonnes choses comme des opéras participatifs de Rennes 2, ou soit ça peut créer des choses un peu boulga ou des choses qui sont en fait plus de l'ordre du marketing que de la diffusion culturelle. Voilà, désolé, en fait, à chaque fois, je pense que je vais répondre de manière brève et je parle pendant longuement. Donc, voilà. Mais merci pour ta question, Anna. André, l'autre, je te la poserai plus tard. J'aime bien, c'était une note politique, ça me convient. Merci. Merci à toi et puis à nous de la faire, hein, je ne sais pas.